Bonjour à tous, et merci d'être venus. J'espère que vous n'êtes pas trop serrés. On est là pour le lancement d'Atlantico. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est toujours à la fois un peu flippant, mais aussi très excitant de lancer un nouveau média. Donc, on va essayer de vous expliquer ce qui nous a motivés, ce qu'on a eu envie de faire et ce qu'on fait. Donc voilà. Et donc l'idée principale de ce qu'on avait envie de faire, c'était d'être un facilitateur d'infos. Donc pourquoi Atlantico? On s'est lancé là-dessus, sur le web, parce que ça n'aura échappé à personne. Le web a tendance à devenir le centre de gravité du marché de l'info. C'est déjà le cas aux États-Unis. Il s'est passé devant la presse écrite et même devant la radio et la télévision comme source privilégiée d'accès à l'information. C'est le cas en France pour la presse écrite et pour la radio, et vraisemblablement ça le sera bientôt pour la télévision. À côté de ça, il y a une multitude de sources d'information maintenant disponibles sur le web. Donc ça a complètement changé la manière que les gens ont de consommer l'information. On a mis en avant certains points. Il s'est passé sur le marché de l'information finalement un peu ce qui s'est passé sur le marché de la musique. On n'a plus forcément envie d'acheter des CD en entier, mais plus de consommer article par article. On n'a pas forcément envie de lire un titre en entier. Ce qui intéresse les gens, ce sont les histoires, et les gens cliquent sur des titres plus que sur des supports en tant que tels. Le web, ça a aussi induit un temps d'attention limité, enfin en tout cas un temps de lecture limité et un temps d'attention limité. En moyenne, c'est 4 à 5 minutes par jour. Et puis on sait très bien que les articles longs, on ne les lit plus. Et Google a complètement changé notre manière de voir les choses. Et en général, on sait qu'au-delà de 500 mots, il n'y a plus grand monde qui est là. Donc les papiers qui feraient 10 feuillets, ils ont quand même très peu de chances d'être lus. Et puis évidemment, le web, ça a aussi beaucoup changé, parce que la diffusion de l'info se fait de manière différente. Elle se fait par les réseaux sociaux. Et c'est là où le web 2.0 a apporté quelque chose, c'est par la manière dont les gens s'emparent des histoires et dont ils la répercutent dans leur réseau. On s'est aussi lancé là-dessus parce qu'on a fait le constat qu'à l'étranger, aux États-Unis notamment, mais pas seulement, c'est le cas par exemple en Espagne, c'est le cas aussi en Italie, il y a toute une nouvelle génération de sites d'infos qui se sont imposés depuis environ 5 ans. Enfin, ça avait commencé même un peu avant aux États-Unis avec le Drudge Report qui était l'un des premiers. Et en tout cas, ce sont des sites qui fédèrent maintenant des millions de visiteurs uniques et qui sont devenus des marques complètement incontournables. Je pense que vous avez tous vu, le navire amiral de cette génération, c'est le Huffington Post, qui a été racheté donc, il y a 2 semaines, après 5 ans d'existence, par AOL. Il y a aussi le Daily Beast, qui a fusionné avec Newsweek, donc un très vieux magazine, et c'est le Daily Beast qui est à la main, et c'est Tina Brown, qui est la rédactrice essentielle du Daily Beast, qui en assure la rédaction en chef. Et puis, je vous le disais, c'est le cas aussi en Espagne et en Italie, il y a vraiment des pure players qui se sont imposés. En France, c'est un marché sur lequel il nous semble qu'il reste des créneaux en jachère. Il y a évidemment des pure players, et le web est aussi évidemment devenu l'un des centres de gravité de ce marché. Les Français sont de plus en plus connectés. Enfin, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, je pense que vous les connaissez tous. Mais il nous a semblé, malgré tout, malgré l'existence de ces pure players, qui restait un modèle à explorer. Donc nous, notre ambition, je vous le disais en introduction, c'est vraiment un média facilitateur d'infos. On n'est pas tout à fait sur le modèle d'une rédaction classique. C'est vrai qu'il finalement il y a un paradoxe, c'est qu'il y a toujours plus de sources d'informations, donc les gens sont finalement plus saturés d'infos qu'il n'en manque, parce que les gens ont accès à un nombre toujours plus grand de sources d'infos. Et puis il y a un deuxième besoin, c'est que finalement, mais ça c'est valable pour le journalisme au sens large, il y a vraiment un besoin de fiabilité.
Et c'est vrai qu'Internet en particulier pose cette question-là. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent du web comme des caniveaux de la presse, ou etc. Ce qui n'est évidemment pas le cas, pas plus que dans la presse écrite, tous les titres ne se valent. Mais c'est vrai que ça nous a mobilisé aussi de se dire qu'il faut faire quelque chose où on soit dans la fiabilité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est finalement quelque chose qui n'a pas été encore vraiment fait en France, plus inspiré donc, de ces sites étrangers, qui sont sur un modèle un peu différent, dans la mesure où ils ne sont pas tout à fait des rédactions classiques, et ils ne sont pas non plus des agrégateurs. Donc, les rédactions classiques, elles ont vocation à produire leur propre contenu, et finalement les pure players français qui se sont construits jusqu'à présent se sont construits sur des modèles relativement classiques. Les agrégateurs, par ailleurs, sont construits par algorithme et sans regard éditorialisé, donc sans forcément pertinence dans le choix des informations. Nous, on est l'échelon entre les deux. On est à la fois une rédaction et on est une proposition d'info, c'est comment vous faire accéder à la meilleure information possible en un minimum de temps. À côté de ça, on a été aussi motivé par l'envie de lancer un pure player qui s'affranchissait des grilles de lecture habituelles, traditionnelles. C'est vrai que sur le web, les gens sont restés sur des modèles relativement classiques. Nous, on avait vraiment envie d'un ton différent. Un ton différent parce que un ton différent, notamment en cassant la hiérarchie de l'information, tout comme le Huffington a pu le faire, ou tout comme d'autres sites ont pu le faire. On est tous capables de jongler entre des niveaux de compréhension différents, de passer de sujets sérieux à des sujets plus légers. Et finalement, à la machine à café ou dans un dîner, on est tous capables de s'intéresser aussi bien à la Libye, qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment en Libye, que de s'intéresser à Lady Gaga. Et ce n'est pas forcément des sujets qui ne méritent pas l'attention, parce que quand Lady Gaga, son dernier single, est téléchargé à plus d'1 million d'exemplaires en 3 jours, ça veut dire quelque chose aussi du monde dans lequel on vit. Donc ne nous interdisons aucun sujet, il n'y a pas de snobisme, ne soyons pas... tout peut être intéressant, et puis il y a aussi des choses qui nous font plaisir, et voilà, et il ne faut pas rechigner à son plaisir. Peut-être que ça nous vient aussi parce qu'on est une équipe qui vient de télé et de radio, là où jusqu'à présent les pure players qui se sont développés sont plutôt des équipes venues de la presse écrite, et je pense qu'en venant de télé ou de radio, ça donne une culture de l'audience qui est un peu différente de ce qui existe jusqu'à présent. Et puis après, il y a d'autres constats qu'on a fait, un certain nombre, mais ça on pourra en parler un peu après en vous montrant le site. Mais il y avait aussi quelque chose, c'était finalement les femmes dans les médias français sont peu considérées comme cibles. Et quand on regarde la répartition de l'audience des sites français, ils sont très déséquilibrés. Alors le marché de l'information est un peu plus masculin par nature. Cela dit, quand on regarde tous ces nouveaux sites, nouvelles générations, ils sont sur une répartition beaucoup plus équilibrée. Donc il y a deux piliers pour Atlantico. Ce qui nous a motivés, c'était donc, comme je vous disais, vous faciliter l'accès à l'info. Donc c'est vraiment vous donner aux gens une information fiable en un minimum de temps. Parce que finalement, quand on a 4 à 5 minutes par jour, il y a deux manières de voir les choses. Enfin, soit on a tous des habitudes, on va aller lire qui Le Monde et le Parisien, qui Les Échos et je sais pas quoi, ou Voici et autre chose. Et ce sont des offres qui peuvent être bonnes en moyenne, mais tant qu'on est sur un circuit habituel, on n'est pas en train de découvrir d'autres histoires. Nous, ce qu'on peut proposer, c'est deux choses. Si le sujet a déjà été bien traité quelque part, eh ben, on va le chercher. Et notre valeur ajoutée, elle est là. Elle est d'aller chercher les sources qui sont vraiment intéressantes. Et on en a vraiment cartographié, on a fait tout un boulot assez long de repérer toutes ces sources d'infos qui existent maintenant partout. Et pas seulement dans la presse, en tout cas pas seulement dans la presse française, c'est aussi mettre à profit la presse étrangère, la presse internationale et aussi la blogosphère, parce que la blogosphère est assez délaissée par les médias traditionnels, qui ont tendance, ils ont tous des blogs, mais ils ont tendance à mettre en avant les blogs qui sont hébergés chez eux, et finalement pas tellement à aller piocher dans les ressources de la blogosphère, qui pourtant en économie, en politique, en sciences, il y a des choses très très bonnes, mais on en revient aussi à une considération de fiabilité, parce que sur le web, il peut aussi y avoir n'importe quoi, et la valeur ajoutée qu'on apporte nous, c'est de dire, si on vous met en avant un blog, on a fait ce boulot-là pour vous, vous pouvez y aller, on est d'accord ou pas d'accord avec la thèse défendue, mais en tout cas, c'est une information qu'on a vérifiée. Et au moins une thèse qui méritait qu'on s'y arrête. Donc si ça existe,
on va pointer vers ça, on fait des petits résumés, où on fait des synthèses, et comme ça vous avez une vision de l'info intéressante en allant chercher dans ce qu'on a traité nous comme des pépites. Et puis il y a un deuxième point, qui est finalement comme on le fait en radio ou en télé, en invitant des gens dans les tranches d'infos qui viennent décrypter, qui viennent donner des clés d'analyse supplémentaires. Et bien, nous, on est capable aussi d'aller chercher des gens pour commenter l'actualité. Et on a développé tout un réseau de gens qu'on a sélectionnés, qu'on a choisis, un réseau de contributeurs qui viennent nous apporter leur regard, leurs expertises sur des sujets différents. Donc on a tout un portefeuille de gens comme ça qu'on a mis au point. Et donc les uns ou les autres, si on veut traiter un sujet d'actu, on sait qu'on va s'adresser plutôt à telle branche de notre portefeuille de contributeurs. Si c'est un sujet politique, à telle autre, voilà. Et dans ce portefeuille, on est aussi allé chercher des blogueurs, parce qu'il y a des blogueurs qui font des choses très bien sur le web. Donc c'est vraiment les deux choses qu'on propose. Après, on est aussi sur un modèle où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter de différent. Donc de la valeur ajoutée. Ça, de mon point de vue, c'est pas très intéressant d'écrire, de réécrire des dépêches AFP toute la journée, ce qui n'est pas le cas des pure players. C'est ce qu'on peut lire pas mal quand même sur le web en gratuit. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est à quoi consacrer le temps de cerveau disponible de l'équipe finalement, c'est en étant capable d'aller chercher les choses les plus intéressantes ou les gens les plus intéressants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vocation, on ne va pas être plus fort que l'AFP, on ne va pas être plus fort que TF1, on ne va pas avoir des envoyés spéciaux partout parce qu'on est sur un modèle économique qui est ce qu'il est. En revanche, ça ne nous empêche pas d'être très réactifs parce que c'est ce que le web permet aussi aujourd'hui. Avec Twitter, avec un système de veille, et on a développé vraiment un système de veille, on est capable d'aller repérer très vite les choses qui se passent et les choses qui buzzent. Et puis je vous le disais, c'est aussi un souci vraiment très important de fiabilité. Il y a des gens qui nous accompagnent dans ce projet, qui nous le répètent régulièrement, dont notamment Christian Villeneuve, qui nous fait l'amitié de nous accompagner dans cette aventure. Et c'est quelque chose qui nous répète toujours, c'est vrai qu'il faut, c'est pas parce qu'on est sur le web, et quelle qu'en soit la perception qu'en ont les gens, et encore la semaine dernière, on entendait des gens qui racontaient que le web c'était les caniveaux, machin, etc. Soyons bons sur l'info. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est essayons d'apporter un regard nouveau et des voix nouvelles. Donc je parlais de ce réseau de contributeurs, c'est vrai qu'on peut le faire finalement, moi je l'ai fait en télé, on peut faire ce métier-là finalement en ayant 10 personnes dans son carnet d'adresses et en appelant toujours le même économiste, toujours le même spécialiste de politique étrangère, alors qu'il y a des ressources énormes qui existent. Et bien, sachons aller piocher là-dedans, sachons aller chercher les gens qui vraiment amènent un truc différent et qui en plus de ça ont des voix différentes. Parce qu'il y a une forme de conformisme malgré tout dans la presse française, et bien, sachons aller chercher des gens qui sont capables de penser un peu différemment, qui sont capables d'avoir un ton qui tranche. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir aussi des signatures reconnues, donc il y en a quelques-uns dont je vous parlais, il y a Gilles qui est là, Gilles Klein, qui nous rejoint, il y a Anita Osser, Yves Deray qui est là aussi, Michel Garival, Christian de Villeneuve, Alain Renaudin. Donc on est aussi allé chercher des signatures reconnues, et des gens qui nous amènent leur expertise et leur légitimité. Et puis il y a aussi Hugues qui est là, Hugues Seraf, qui l'année dernière avait eu le prix du meilleur blogueur politique, si je me souviens bien, et à qui on a confié un rendez-vous au quotidien qui s'appelle Zone Franche, et donc sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et voilà, ça fait partie de ces voix. Et Hugues a un ton très différent et un ton très web, parce que c'est vrai qu'on en parlait, l'information sur le web, c'est aussi par le biais des médias sociaux, et qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur un truc sur son mur Facebook, ou qu'est-ce qu'on a envie de rebalancer sur Twitter, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un ton qu'on n'a pas entendu ailleurs, et c'est pas forcément selon les canons habituels des tribunes ou des éditos qu'on peut lire ici ou là. Après, évidemment, parce qu'on est une entreprise et parce qu'on est une start-up et qu'on a dû aller convaincre des gens d'investir chez nous, et ben forcément on s'est posé la question du modèle éditorial. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a? Et c'est un peu ce que je vous expliquais déjà. C'est vraiment, si on a une petite équipe, une équipe resserrée, une équipe commando, comment on peut tirer le meilleur de cette équipe-là? Donc nous, on a une dizaine de journalistes dans l'équipe. C'est ce que je vous disais, on a cartographié des sources d'informations.
On préfère que les gens, moi je préfère qu'ils vraiment ils mettent leur énergie à trouver là où les bonnes histoires ont été traitées et là où on peut trouver des contributeurs intéressants ou des gens qui viennent nous apporter une grille de lecture différente, une idée qu'on n'aurait pas entendue encore, un argument qu'on n'aurait pas encore pris en compte dans le débat. Donc c'est vraiment ça qu'on leur demande avec Jean-Baptiste Giraud qui est ici et qui est notre rédac-chef. Et puis on s'est mis sur un mode de fonctionnement optimisé, encore une fois peut-être inspiré par notre expérience de télé ou de radio. On va essayer d'être vraiment le plus réactif possible à hauteur de nos moyens. Et par exemple, on s'est mis en fonctionnement décalé pour être le plus tôt possible en ligne, en proposant chaque jour une offre différente et que la une du matin, quand vous vous levez, elle soit plus celle qu'elle était la veille. Après, on est sur un modèle de gratuit, parce que je pense que c'est très difficile de faire payer de l'info généraliste sur le web en ce moment, enfin sur le web ou d'ailleurs ailleurs probablement. C'est possible de faire payer de l'info non substituable, c'est possible de faire payer des conseils financiers, c'est possible aussi de faire payer du turf dans un autre registre, parce qu'on est sur un conseil qui, s'il est bon, ne peut pas être reproduit facilement ailleurs. C'est très difficile de faire payer quelque chose qui pourrait être reproduit de toute façon dans les 10 minutes par tous les autres sites d'info généralistes. Donc on s'est fixé deux objectifs. Une première étape qui est vraiment de construire la marque, construire le trafic, construire notre notoriété avec des revenus publicitaires. Et on a bien compris qu'on n'allait pas gagner beaucoup d'argent dans un premier temps, puisque voilà, il faut d'abord avoir le trafic. Mais une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, et quand même ça représente des revenus, on pourra passer à une deuxième étape. Et dans la première étape, il y a une chose qui est sûre, si on ne maîtrise pas tout à fait nos revenus, c'est au moins on maîtrise nos coûts de production, et donc on est vraiment resté dans une logique start-up et dans une logique la plus low cost possible pour pouvoir exister et pour pouvoir grandir sans avoir trop de pression économique. Après, dans une deuxième étape, une fois que la marque sera installée, et une fois qu'on aura réussi aussi à générer et peut-être à fédérer une communauté autour de nous, et bien là, on pourra réfléchir à des revenus, à des modèles de revenus différents. Enfin, quand je vous dis réfléchir, on y a évidemment déjà réfléchi, on a déjà travaillé sur quelques hypothèses, et donc à ce moment-là, il faudra aussi savoir aller trouver des revenus ailleurs. Après, comme je vous le disais, on est un site où on avait besoin de fonds propres pour réussir à se développer, pour réussir à pouvoir se lancer sans avoir de pression trop immédiate. Donc, vous voyez ici l'actionnariat. C'est vrai que ce qui nous a motivés, c'était d'aller trouver des gens qui étaient intéressés vraiment par le projet, qui avaient envie de nous accompagner dans ce côté novateur. Et donc, on était quelques cofondateurs, on a gardé la majorité, parce que voilà, on avait envie de ça, c'était aussi un gage d'indépendance éditoriale. Donc on est plusieurs cofondateurs, et à côté de ça, il y a des gens qui se sont regroupés dans une holding pour nous accompagner, et qui sont issus de toute une génération qui sont des entrepreneurs innovants, et c'est peut-être ce qui est issu du web pour la plupart, et c'est peut-être ça qui les a séduits dans le projet. Et je pense que ces gens-là, ce qui les a motivés, parce que c'est long d'aller chercher de l'argent, ça prend du temps, c'est pas facile, et c'était pas mon métier au départ. Et je pense que ce qui les a motivés tous, c'était l'attachement à la pluralité de l'information, et puis le fait effectivement qu'ils voyaient bien comme nous qu'il y avait toute une nouvelle génération de sites d'info qui était en train de se développer, et qu'on a réussi à les convaincre que ça valait le coup de tenter l'aventure en France. Donc après, on peut passer sur le modèle Atlantico. Jean-Baptiste, je pense, peut prendre la parole pour vous expliquer aussi ce qu'on fait au quotidien, ce que vous pourrez trouver sur Atlantico, ce que vous trouvez déjà aujourd'hui sur Atlantico. Alors, déjà, Atlantico, le principe, le micro est ouvert, le principe est de briser la hiérarchie des médias traditionnels. Vous savez, dans toutes les conférences de rédaction, dans tous les médias du monde dans lesquels vous ici avez travaillé, le matin, on dit, bon, alors, société, il y a quoi aujourd'hui ? Et après, on se tourne vers celui qui est en charge de l'international, on dit, bon, à l'étranger, il y a quoi? Et on tourne comme ça pendant la compte de rédaction, pendant 20 minutes, une demi-heure. Ben, nous, on brise ce schéma où on se pose la question de remplir telle ou telle case. On ne se demande pas qu'est-ce qu'il y a en société, en sciences, en infogéné, en social, en international, mais on se demande d'abord qu'est-ce qu'il y a de plus important. Et cette hiérarchie, qui est évidemment la hiérarchie finale du produit restitué, que ce soit un journal télévisé, radio ou autre, notre hiérarchie n'est pas fonction des cases à remplir. Cette hiérarchie se retrouve à la lecture d'Atlantico. Donc vous ne trouverez pas des onglets avec marqué économie, internationale, société, sociale, économie. Vous allez trouver une hiérarchie qui est celle du consommateur de médias.
Et la première hiérarchie que nous vous proposons, c'est les pépites. Nous vous proposons en permanence 10 pépites du web, 10 informations que nous considérons comme étant les plus importantes à l'instant où vous viendrez consulter le site. Cette colonne des 10 pépites nous pose d'ailleurs un problème, c'est qu'il y a un flux d'informations, nous produisons de l'information, et cette colonne, elle va avoir une durée de vie limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va faire glisser les informations assez rapidement, un peu comme une sorte de fil AFP, sauf que c'est un fil AFP administré. C'est nous qui choisissons ce que nous mettons dedans, c'est nous qui l'éditorialisons, c'est nous qui allons pointer vers la meilleure information et le meilleur traitement de tel ou tel sujet sur la toile. Les pépites, ce sont d'abord et essentiellement et avant tout les meilleurs traitements d'une information que nous avons estimé nécessaire de mettre en avant pour nos lecteurs à un instant T. Donc vous avez un journaliste qui a trouvé la meilleure source sur une information, qui peut être journalistique, qui peut être blog, qui peut être expert, économiste ou autre, et il va faire une recension de cette information et mettre évidemment le ou les liens externes qui permettent à l'internaute d'en savoir plus sur cette information. C'est le fameux journaliste de contribution. Lorsque nous avons identifié un ou des sujets qui méritent que l'on s'y attarde encore plus, alors parfois on fait une deuxième pépite sur un sujet. Et puis, et évidemment abreuvé aussi par tous les flux d'informations qui sont les nôtres, nous décidons de mettre le doigt sur tel ou tel sujet. C'est ce qu'on appelle le décryptage chez nous. Alors, je vais faire une petite parenthèse rapide, parce que aujourd'hui, en 2011, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je viens de la radio, il y a dans la salle mon ancien directeur de la rédaction de BFM, ici, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à l'aventure, il s'agit d'Yves Deray. Moi, quand j'ai appris ce métier de journaliste radio, on m'a appris d'abord à 5h du matin à appeler le boulanger quand il y avait une fusillade dans un village, parce que le mec debout à 5h du matin dans un village, c'est le boulanger, et c'est une information et une source légitime à 5h du matin pour dire oui, j'ai bien entendu les coups de feu, et oui, c'est M. Duchemol qui tape sa femme contre les murs tous les soirs, et ce matin, il a dû un peu déraper. C'est la source d'information valide à 5h du matin, puis il y en a une autre un peu plus tard. Bien sûr, à 10h, on aura le sociologue qui explique pourquoi il y a une violence dans les ménages. Lorsque vous appelez quelqu'un à la radio, lorsque vous lui demandez de prendre parfois un train pour venir passer 5 minutes à la radio ou sur un plateau télévisé, vous ne vous excusez pas de lui prendre 2 heures de son temps ou une demi-journée. Arrêtons de cloisonner les médias en disant la radio c'est de la voix, c'est du temps gratuit. Si c'est au téléphone, effectivement, ça ne prend que 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure, ou une heure si on est en direct au téléphone dans une émission, mais c'est déjà un peu pénible une heure de quelqu'un au téléphone. À la télévision, on peut être sollicité pour 3 minutes sur un plateau, et pourtant, on va falloir venir avant, venir après, attendre, parce qu'on fait toujours venir une demi-heure avant l'antenne, par sécurité. Bref, aujourd'hui, nous expliquons à ceux que nous sollicitons que leurs pensées, leurs idées seront beaucoup mieux formées. On en parlait encore ce matin avec Jean-Sébastien sur les sujets d'urgence, puisque hier, malgré nous, contrairement à ce que certains sur Twitter ou ailleurs peuvent penser, ce n'est pas nous qui avons sollicité le remaniement ministériel ni la crise que vit aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est un heureux hasard pour nous de nous lancer à un moment aussi fort en actualité. Et d'ailleurs, le site que vous pourrez aller voir juste après vous montre que nous pensons que pour un lancement, nous avons plutôt assez bien traité le sujet, mais ce sera vous les internautes qui en serez juges. Donc aujourd'hui, nous sollicitons des gens, comme l'a expliqué Jean-Sébastien, qui ont une expertise, un avis éclairé sur tel ou tel sujet, et nous allons leur demander, non pas de monter dans un taxi et de perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour dire répondre à nos questions dirigées, mais bien de prendre le temps d'écrire sur le sujet. Et lorsqu'ils prennent le temps d'écrire sur le sujet, ils sont toujours meilleurs que lors d'une interview. Vous allez me dire, c'est la noblesse du journalisme de faire des interviews, parce qu'on dirige, on oriente la personne dans la direction de son choix. Peut-être justement qu'il faut se reposer des questions. Lorsque nous orientons un invité, et je le sais pour avoir invité interviewer des milliers de personnes, finalement on a une idée préconçue sur le sujet. Vous savez, à la conférence de rédaction, on dit bon alors comment on va traiter tel sujet? Il faut lui demander ci, ça, etc. Et on ne se préoccupe finalement plus de ce que la personne elle-même peut penser sur le sujet. Combien de fois vous avez appelé quelqu'un en lui posant des questions et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui pense autre chose et qui a envie de dire autre chose. Et au final, finalement, on arrive souvent à lui faire dire ce qu'on voulait dire à l'origine, quitte à faire un montage un petit peu violent sur la bande son ou sur le fichier numérique maintenant. Donc, une de nos forces, c'est notre capacité à identifier les bonnes personnes pour décrypter une information et la traiter de manière aussi décalée, différente, évidemment.
nous n'hurlerons pas avec les loups sur tous les sujets, nous n'irons pas toujours dans le sens qui est le sens traditionnel, nous irons un peu plus loin, nous prendrons, à défaut du temps pour le faire, le temps de cerveau disponible chez vous. Je vois que ça a déjà été tweeté à plusieurs reprises, donc par plaisir pour ceux qui sont dans la salle et qui tweetent en temps réel, et on les remercie, eh bien, vous pourrez retweeter un coup de temps de cerveau disponible. C'est une expression qui nous amuse tous, je crois, dans les médias, et nous en particulier. Donc ce temps, nous allons le consacrer à chercher qui peut nous dire quelque chose de différent. Fil de dépêche. Nous utilisons aujourd'hui un fil de dépêche qui a été construit et conçu, et donc qui, nous pensons, a le mérite d'une objectivité et d'une neutralité totale. Nous utilisons un fil de dépêche qui est construit par la communauté européenne, qui s'appelle, alors l'acronyme m'échappe, mais il s'appelle EMM, mais je ne sais plus ce que veut dire EMM. Mais cette technologie, ce fil de dépêche a une particularité, c'est qu'il mesure la volumétrie d'une information, un peu comme les trendy buzz sur Twitter, et donc il est capable de faire remonter une information parce qu'à un instant T, cette information est très traitée par l'ensemble des sources surveillées. Et donc ça nous fait remonter l'information à un instant T qui est la plus importante et qui ça nous fait remonter aussi la source, bien évidemment, puisque c'est toujours le principe du journalisme de lien. Nous allons proposer à nos lecteurs, sur ce fil de dépêche, la source qui est la plus intéressante et la plus pertinente sur tel ou tel sujet. Bien sûr, nous avons la main dessus. Donc, ce fil de dépêche que vous trouverez en dessous de la home, lorsqu'on verra le site tout à l'heure, ce fil de dépêche, bien sûr, nous allons ajouter nous-mêmes nos propres dépêches et nous pouvons décider de mettre en avant plus ou moins telle ou telle information. Une autre rubrique, Atlanticolite. Alors on s'est beaucoup penché sur le nom aussi, parce que vous savez, donner le nom d'une rubrique, c'est un nom qui va lui coller la peau, on va dire, ou en tout cas qui va l'identifier et la marquer longtemps, et peut-être même toute sa vie. On avait pensé à Tapas, et puis bon, finalement, on s'est dit on a une marque Atlantico à ce moment-là, et Atlantico Light, tout comme vous avez un soda light, et bien Atlantico est un site d'information sérieux qui fera un énorme travail sur la rigueur, mais la vie n'est pas faite que de choses sérieuses, et donc les topics que l'on peut vous donner à lire là à l'instant, qui ont été capturés il y a quelques heures. John Galliano a arrêté puis suspendu par Dior, ça c'était il y a 2 jours évidemment. Ce matin nous avions des captures de ce week-end, et bien ce matin nous avons remaudit avec Nicole Kidman qui a porté une robe de Dior pendant la cérémonie des Oscars. Et donc effectivement, on aurait pu penser qu'elle en choisisse une autre, vu la polémique qu'il y a après l'arrestation de John Galliano, qui a été ensuite suspendu par Dior. Donc là, c'est un sujet un peu sérieux, mais en même temps c'est un clin d'œil. Atlanticolite, c'est un traitement de l'actualité légère. Oui, nos lecteurs s'intéressent aussi aux frasques amoureuses de Britney Spears, ou, qui sait, de la journaliste, de l'homme politique, pourquoi pas. On va tourner, changer de rubrique. Et là, je vais laisser la parole à Hugues Seraf, puisque lui, la nuit et le matin, il est comme nous sur le pont, en particulier pour nous livrer à 9h15 son décryptage, son éditorial, zone franche, Hugues Seraf. Voilà. Moi, je crois qu'il y a des gens, des gens qui peuvent être surpris parce qu'on me disait sur le 89 que je me retrouve à Atlantico, qui est présumé être un site de droite. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si celui-là. C'est comme ça que ça a été plus ou moins présenté dans les différentes rumeurs sur la toile depuis quelques mois. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et en tout cas, moi, le point de vue que j'ai envie d'adopter, c'est un point de vue qui est un peu divergent de ce qu'on voit sur le web aujourd'hui, où les sites ont tendance à devenir des chapelles extrêmement segmentées, où ne doivent s'exprimer que des opinions qui vont servir à valider les préjugés des lecteurs qui se rendent sur les sites. Et moi j'ai envie d'être un peu hors usinage et puis de donner des points de vue, de commenter l'actu d'une manière qui ne soit pas forcément... Tout le monde cherche à éviter le dogmatisme, c'est censé être un cliché dans le journalisme, et pourtant c'est pas fait si couramment, donc c'est ce que je vais tenter de faire, donc avec un point de vue quotidien que j'espère, voilà, hors usinage. Ça aurait pu être le nom de la rubrique. C'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé chez Hugues, j'aimais bien lire ce qu'il écrivait ailleurs, et c'est qu'il n'est pas dans la morale, il n'est pas dans les grilles de lecture automatique, et c'est vrai que ce qui nous a vraiment motivés, c'était de ne pas avoir envie d'aller sur le terrain de la morale, de ne pas analyser l'actu avec le bien, le mal, les bons, les méchants,
Et c'est malgré tout souvent le cas, au moins sur le web. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire oui, les traders ou les banquiers sont avides. C'était encore ce qu'on entendait la semaine dernière au moment où on annonçait des dividendes records. Et tant qu'on est en train de dire ça, oui, c'est probablement vrai, mais c'est un trait de la nature humaine qu'on ne vient pas de découvrir. Et une fois qu'on a dit ça, on n'est pas en train de se concentrer sur comment réellement réguler les flux financiers. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de sujets comme ça, où les grilles qu'on claque dessus n'épuisent pas l'intérêt. On peut parler d'immigration en disant, dans un sens, oui, la diversité culturelle, c'est fabuleux par nature, ou à l'inverse, dire c'est horrible, on va être submergé de minarets. Mais tant qu'on est en train de dire ça, on n'est pas en train de parler de la réalité. Une fois qu'on a dit ça, qu'a-t-on dit? Dans un cas, on ne gère plus les flux migratoires, et dans l'autre, on tire sur tous les gens qui arrivent. On s'en fout, c'est pas l'objet. Soyons pragmatiques, et ne soyons pas dans le dogmatisme, ni dans effectivement les logiciels de pensée préfabriqués qui servent trop souvent de grille d'analyse à l'actu. Et c'est vrai que là-dessus, Hugues, on s'est rencontrés et je pense qu'on est assez raccord sur l'esprit, pas forcément sur le fond toujours de ce qu'il pourrait écrire chez nous. Alors sur le fond, je vais reprendre un peu ici. Alors je fais référence donc à un site qui est désormais un concurrent, en tout cas un confrère, un site sur lequel j'avais adopté une sorte de personnage qui était ce que je suis en fait, plutôt libéral et plutôt à gauche, ce qui paraissait aux yeux d'un certain nombre de lecteurs de ce site absolument scandaleux et même tout à fait impossible, puisque le libéralisme et la gauche sont deux notions opposées, pense-t-il. Donc ça les hérissait. Alors est-ce que sur Atlanticos, il y a effectivement un public plutôt marqué à droite, on verra. Moi je ne pense pas que ça va être le cas, parce que je ne pense pas que ça soit dans ces termes que les choses se posent. Peut-être que ça les hérissera à leur tour. L'idée en tout cas, c'est pas de hérisser les gens, mais c'est d'exprimer des opinions qui soient peut-être détachées de la grille de lecture standard, selon qu'on appartienne au camp des gentils ou au camp des méchants, d'être en dehors de ce camp-là. Et on a un autre rendez-vous quotidien avec les éditos dont on a décidé qu'ils seraient tous les jours à 13h15. Donc il y a plusieurs personnes qui vont nous écrire ces éditos. Parfois ça pourra être nous, Jean-Baptiste ou moi. Ça peut être aussi Anita Auxerre qui est là, ça peut être Yves Deray, ça peut être Gilles Klein, Michel Garibald. Voilà, on est aussi allé chercher des gens parce que ça nous intéresse d'avoir aussi des signatures qui ont de l'expertise et de la bouteille. Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'être accompagné, par des voix comme ça. Mais c'est vrai que ce dont on parlait avec Hugues, c'est vraiment un point important et c'était ce dont on avait envie. N'allons pas sur le terrain de la morale et sortons des logiciels de pensée préfabriqués, quels qu'ils soient. Ça ne sert à rien de plaquer sur la réalité des grilles de lecture qui vous disent quoi penser. Et puis, c'est vrai que ce qui nous a motivés aussi, c'était de raconter le monde actuel. Parlons vraiment du monde d'aujourd'hui. Et il nous semble que, par exemple, en économie, le monde avant 2008, on n'y reviendra pas, c'est terminé. Donc arrêtons de penser comme ce qu'on était avant, parce qu'il y a aussi le Brésil, il y a la Chine, il y a l'Inde. On ne saura plus ce qu'on était il y a 10 ans ou ce qu'on était il y a 15 ans. Et alors encore moins si on se réfère aux Trente Glorieuses et qu'on prend ça comme cadre référent de toute la pensée qu'on peut avoir sur le monde. Et puis c'est vrai que le monde, finalement, d'avant l'an 2000, il n'existe plus. On est dans un monde qui est en accélération fantastique. Donc parlons de ça, posons les questions sur ce monde-là et racontons le monde de Facebook, le monde de toutes les révolutions technologiques qui sont en cours, ce que le décryptage du génome apporte, ce que la révolution cognitive, ce qu'on sait maintenant du cerveau, tout ce que ça apporte. Et c'est ce monde-là qu'on a envie de raconter. Et ce monde-là, on ne peut pas tellement l'analyser avec des anciennes grilles de pensée. Et c'est vrai que quand on est sur la presse traditionnelle, souvent, quand on vous parle d'Internet ou quand on vous parle de Facebook par exemple, c'est pour vous dire « Ah, attention, ne vous mettez pas en photo un homme tweet sur Facebook, un futur DRH pourrait vous voir. » Mais racontons plutôt comment Facebook peut révolutionner le rapport du consommateur aux marques, comment peut-être en politique Facebook peut changer les choses. Il n'y a pas que Facebook, il y a évidemment des tas d'autres exemples. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a des films que vous connaissez peut-être, comme Bienvenue à Gattaca ou Minority Report. C'était des films il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ça paraissait de la science-fiction. Et bien, on y est. Et on n'est pas totalement dans ce monde-là. Mais on n'en est pas loin, on est au balbutiement de ce monde-là. Donc, racontons ce monde-là et posons-nous ces questions-là. Et nous, on n'est pas là pour d'ailleurs fournir nécessairement des réponses où on n'a pas d'agenda intellectuel politique. C'est pas l'objet, c'est vraiment pas l'objet. Mais posons les questions de ce monde d'aujourd'hui, qui est finalement pas forcément très raconté ailleurs, et en tout cas le web
évidemment que le web ne parle pas de lui-même comme ça, mais dans les autres médias, quand on parle du web, c'est un peu toujours pour les lolcats et pour finalement, comme si on passait son temps à se jeter des boules de neige sur Facebook. Après, pour rester dans la logique de on veut être un outil, on est une plateforme d'aiguillage, on est vraiment là pour, vous n'avez pas beaucoup de temps, on veut vous apporter le meilleur. Et ben, on a imaginé à chaque jour un rendez-vous qui sera évidemment consultable tout le reste de la semaine. Le lundi, on a pensé à un truc qui est la Minute Geek. La Minute Geek, c'est qu'est-ce qui a agité le monde des geeks pendant la semaine et comment on vous le traduit en enjeu grand public. Parce qu'on n'est pas forcément tous geeks, moi le premier. En revanche, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe, et ça m'intéresse quand il y a bien eu une première fois où on a parlé de Twitter, où on a parlé de Quora, et soyons présents sur ce terrain-là, et c'est ça qu'on vous raconte, et c'est ça qu'on vous traduit en enjeu grand public. Et qu'est-ce qui peut être utile pour vous aussi? C'est quoi les outils qui sont en train de sortir, et c'est quoi qu'on peut mettre en avant? Le mardi, on a pensé à une autre rubrique qu'on a appelée Arrêt sur idée. C'est Alain Johannes, que j'admire beaucoup comme journaliste, qui est un des pionniers du web par ailleurs, qui nous fait ça, c'est la revue des idées de la semaine. C'est une fois que la poussière des tourbillons médiatiques est retombée, quelles sont les idées qui ont vraiment été échangées. Donc si on a parlé de fiscalité, au-delà des polémiques politiciennes, c'est quoi vraiment dont on était en train de parler? Ou si on a parlé de, je sais pas quoi, d'islam, si en ce moment c'est un sujet qui agite beaucoup les gens, c'est quoi réellement les idées dont on est en train de parler, la laïcité, etc. Le mercredi, on a développé une plateforme de décryptage des mouvements d'opinion. Donc on a appelé Politico Scanner en partenariat avec la Lettre de l'Opinion, qui sont vraiment des pros pour analyser ce qui se passe dans les mouvements d'opinion. Parce qu'en général, quand on regarde un sondage en particulier, ça n'est pas très révélateur de l'état de l'opinion, parce qu'on le sait tous, les questions induisent pas mal les réponses. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les sondages dans leur ensemble. Et quand on regarde les sondages dans leur ensemble, on est capable de voir un peu mieux ce qui est en train d'agiter les gens, ou quels sont les mouvements, les mouvements souterrains finalement qui font bouger la société française. Le jeudi, c'est une revue de presse des hebdos généralistes. Parce que voilà, on ne va pas tous au kiosque pour acheter tous les titres, ou quand on est journaliste, on les a peut-être au bureau parce qu'on est abonné, mais la plupart des gens ils ne sont pas comme ça, et c'est intéressant, pareil, en plus de ça il faudrait beaucoup de temps pour tout lire, et nous on vous donne le meilleur de ce qu'il y avait dans la presse généraliste une semaine donnée, c'est Barbara Lambert qui est là d'ailleurs qui nous l'a fait, qui a pratiqué cet exercice-là pendant des années avant. Le samedi, on fait aussi une autre revue de presse qui est un peu plus clin d'œil, une revue de presse des Hebdo People, parce que même chose, on ne va pas tous au kiosque pour acheter toute la collection de Voici, Oups et compagnie, mais c'est rigolo quand même de savoir, et puis surtout c'est le week-end, donc ne voulons pas notre plaisir. Et le vendredi, on a mis, avec Émile qui est là, Émile Servan-Schreiber, on a mis au point un concept qu'il avait développé lui-même avant, mais que là, éditorialement, on développe ensemble. C'est un principe d'interview, mais qui s'appelle Interview, parce que ça fonctionne par mots-clés, et c'est rentrer dans le cerveau des gens pour voir un mot, à quoi il les amène, déjà à quoi il les renvoie, et à quoi il les amène comme autre mot. Et puis vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur des cerveaux des gens, parce que si quelqu'un vous dit le mot Amérique, pour quelqu'un ça va lui évoquer ça, et vous pouvez aussi cliquer sur le mot Amérique pour voir ce que quelqu'un d'autre aura pensé du mot Amérique. Donc vous pourrez parler avec Émile si vous voulez ensuite, mais c'est vrai que c'est un concept qui nous a bien intéressé. Et puis le dimanche, c'est carte blanche pour les gens de la rédaction, tout ce qu'on n'a pas exploité par ailleurs, les idées qu'on a pu avoir, les envies qu'on a pu avoir, les choses qu'on a repérées et puis on n'avait pas eu la place, ce que Jean-Baptiste me disait, c'est vrai qu'après tout, avec notre veille et toutes ces sources qu'on a cartographiées, on repère beaucoup de choses et parfois on est dans la frustration de ne pas pouvoir tout mettre en avant. Dimanche, c'est le moment où on restitue ça et pour le coup avec moins peut-être de hiérarchie dans la manière de le faire. Voilà, on vous a raconté en gros ce qu'était Atlantico. Donc merci et puis j'imagine que vous aurez des questions. Sachant que nous avons salué les éditorialistes dont on nous a parlé, et il se trouve qu'ils sont aussi dans la salle, donc ce serait dommage. Et merci à eux d'ailleurs d'être venus. Merci. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous présenter. Faire des échos, le nom du titre est très joli, Atlantico. Est-ce que ça évoque l'océan ou est-ce que ça évoque l'atlantisme? Ça évoque l'océan, parce que déjà l'atlantisme, c'est ce que je vous disais, dans le monde actuel, est-ce que ça a encore vraiment un sens? Non, vraiment, en fait, cette idée-là, elle m'est venue, c'était pour tout vous raconter, c'était un nom de code au départ, il fallait mettre un nom sur un dossier.
Et puis moi, il y avait deux sites que j'aimais beaucoup. L'un qui s'appelle The Atlantic, justement, et qui est un très vieux magazine américain, un très beau magazine américain qui a vraiment su se réinventer sur le web. Puis il y avait Politico aussi, qui est un des pionniers de toute cette nouvelle génération style info. Et puis je suis Rochelet, voilà. Et tout ensemble, ça a fait ça. Après, on a beaucoup réfléchi à d'autres noms. Et puis on s'est dit que celui-là, il était bien parce qu'il ne nous renfermait pas dans un modèle. Et c'est ce que je vous disais, on est l'échelon manquant entre une rédaction classique et un agrégateur. Et tous les noms qui avaient trait à l'info, finalement, ils nous ramenaient à l'un ou l'autre de ces modèles. Et bien celui-là, il nous permettait de développer notre identité propre. Et puis je vais vous dire finalement comment on a choisi de le garder. C'est parce qu'un jour, il y a une des personnes qui nous ont fait confiance, qui nous a fait confiance, il m'a dit je reçois 100 mails par jour qui me demandent de l'argent. Et quand je vois arriver, je ne sais pas si j'aime ce nom-là, d'ailleurs je pense que je ne l'aime pas, mais quand je vois arriver un mail avec écrit Atlantico, je sais que c'est vous. Et je me suis dit, après tout, que demander d'autre à un nom de marque qu'un nom qu'on retient facilement et qu'on écrit facilement. Donc voilà pour l'histoire du nom. J'ajoute quelque chose qui a été déjà dit à plusieurs reprises dans la presse, mais qui est une réalité stricte et pure, à tel point que la décoration de la rédaction est quasiment essentiellement constituée de cartes anciennes ou récentes de la région de La Rochelle et de la Charente-Maritime. Jean-Sébastien a un véritable attachement pour cette région-là. Et il y a un livre de Robert Hopke qui dit « Il n'y a pas de hasard ». Je crois qu'il n'y a pas de hasard si nous nous lançons le 28 février, date anniversaire du triste drame de la tempête Xynthia qui s'est abattue sur cette région, qui a fait 57 morts. Et on s'était dit, on va le faire sur le site, on s'était dit qu'on ferait aussi un petit hommage à cette évasion-là, à cette région qui a été gravement touchée. Il y a très exactement un an, il n'y a pas de hasard aussi si nous lançons cette date-là. On ne l'a pas choisi pour ça. Il se trouve que c'est tombé à ce moment-là. C'est aussi donc un hommage à cette région qui a été durement sinistrée et touchée. À la correspondance de la presse. Vous avez un micro qui arrive. Voilà, si vous voulez bien le donner à votre consoeur. Elle n'est pas méchante en plus. À la correspondance de la presse. Pouvez-vous nous faire un point sur vos investisseurs, les enfants qui sont sur les ADN. Et puis, nous dire combien vous avez investi en fait, en total, combien vous avez levé pour le projet. Écoutez, ça a déjà été écrit pas mal à droite à gauche. Non, mais on a levé effectivement, la barre du million d'euros, c'est effectivement cet ordre-là. Et puis après, les investisseurs, il y en a pas mal en fait. Oui. Et après, les investisseurs, en différents mouvements. Hein. Donc après, les gens ont pu avoir des informations qui concernaient l'un ou l'autre des mouvements, des levées de fonds qu'on avait faites. Et puis après, sur l'identité des investisseurs, c'est vraiment des gens qui sont des business angels et qui se sont positionnés par envie d'aider la pluralité de l'information parce qu'ils trouvaient qu'on était innovant. Donc oui, il y a un certain nombre de noms qui ont été écrits, effectivement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été écrits, de gens qui sont d'ailleurs là aussi, dont Hugues Langy, Gaspard de Chavagnac, hein, et des gens qui sont des pros sur le secteur du web ou des médias. Et c'est vrai que moi, ça m'a plu d'être accompagné par ces gens-là qui ont une vraie expérience et qui avaient une vraie envie de faire quelque chose d'innovant. Je retweet en fait la question. On est entre journalistes. Qui sont les actionnaires de votre holding, je veux dire. Ah bah, posez la question à la holding si vous voulez, mais effectivement, les gens, non mais les noms qui sont parus dans la presse sont... BD, Marc Simoncini, Davieniel. Oui. Et on peut connaître un peu la répartition au départ entre le directeur de la rédaction, les cofondateurs et les investisseurs. Je reste le premier des actionnaires. Comme je vous disais, avec les cofondateurs, on garde 51% des parts. Et puis après, vous plus les cofondateurs 51. Oui, absolument. Et au milieu de ça, je reste le premier des actionnaires. Et puis après, il y a donc la holding qui a été créée, qui a été dédiée, parce que je pense qu'ils se retrouvaient aussi dans un esprit et qu'ils avaient envie d'y aller ensemble. Dans un autre genre de considération, c'est vrai que moi, ça m'intéressait d'en avoir plusieurs plutôt qu'un seul, parce que c'était le moyen de garder plus les mains libres, plus d'indépendance. Quoique la question se posait de toute façon pas vraiment, parce que je pense vraiment que ce ne sont pas des gens qui sont motivés par l'envie de se payer un truc. C'est vraiment pas ça, c'est pas cette génération-là. Et les noms que vous avez cités, je pense que ça vous échappera pas. C'est pas des gens qui sont sur un truc à l'ancienne et qui ont envie de se payer un outil d'influence. Enfin, puis de toute façon, quand bien même ce serait leur envie, ce serait pas ce qu'on en ferait nous. Et la structure de l'actionnariat est là pour ça, pour justement pouvoir faire la ligne éditoriale, c'est nous, point. Les cofondateurs ont investi combien? En argent?
Oh, je me souviens même plus, parce que c'est même pas pour ne pas vous répondre, mais la première levée de fonds, elle était forcément beaucoup moins importante que la seconde. Alors, bonjour. Je pourrais vous dire combien moi j'ai investi, par exemple, je me souviens 30 000 €, moi personnellement. Bonjour à tous, Jean Robin du site Enquête et Débat, un site spécialisé dans la liberté d'expression et sa défense. Donc ma question posera sur votre parti pris sur la liberté d'expression. Y en a-t-il un? Sachant que par exemple l'information que vous avez donnée sur John Galliano, donc je suis allé sur l'iPhone en même temps que vous le présentiez, donc c'est une dépêche AFP, et vous reprenez finalement ce que tous les médias ont dit, c'est-à-dire que c'est un infâme antisémite, sans rappeler qu'apparemment il y a présomption d'innocence dans notre pays. Donc est-ce que vous allez vous battre pour la liberté d'expression ou pas? Alors, on va certainement pas se battre contre l'AFP, parce que quand même je fais confiance aux agences de presse. Je ne suis pas sûr que la liberté d'expression ce soit seulement ça. Il y avait l'air d'avoir des témoins dans cette histoire-là. Et voilà, malgré tout, ce qu'on en a lu ce week-end, et pas seulement dans l'AFP, et après, on n'a pas fait une enquête dessus. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas des enquêtes sur chacun des sujets, donc peut-être celui-là vous mobilise plus vous personnellement. Et si vous sortez un truc sur votre site qui nous donnait un élément nouveau, et ben c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait mettre dans les pépites en disant ben regardez, voilà, ça on vous l'a trouvé, vous ne l'aviez pas lu ailleurs, ça a l'air sérieux, et on ne s'interdit vraiment pas d'aller chercher des choses justement qui nous iraient à l'encontre de ce que l'ensemble des autres médias sont en train de raconter, dans la mesure où on considérerait que cette information-là était obtenue de manière rigoureuse. La présomption Évidemment, comme tous les d'innocence, journalistes. Comment ? vous n'avez pas besoin de moi pour la présomption d'innocence, j'espère. Non, mais Il y a pas j'imagine que tous les conditionnels voulus ont été employés, tout comme l'AFP n'a pas besoin ni de vous ni de moi pour respecter la présomption d'innocence. Je vous invite à lire la dépêche que vous avez reprise. Oui, je l'ai lu ce week-end. Bonjour, Sandra Cassini, la Tribune. Pour revenir sur l'aspect financier, vous avez donc levé 1 million d'euros. Ça vous permet d'avoir quelle visibilité? Est-ce que vous avez des prévisions de chiffre d'affaires? Et est-ce que vous allez faire une autre levée après? Oui, on a des prévisions. Vous imaginez bien qu'on ne va pas avoir des investisseurs en arrivant en disant juste « Ah, il est beau mon projet, venez voir chez moi ». Non, mais évidemment qu'on a construit un business model, qu'on a construit un business plan, et que voilà, on ne sera pas à l'équilibre tout de suite, c'est une évidence absolue, et c'est ce que je vous racontais en disant qu'il y aura différentes étapes, et la première, c'est avant tout de construire la marque. Et c'est vrai qu'on est allé chercher des fonds pour justement avoir le temps de construire la marque sans avoir le couteau sous la gorge en permanence. Et donc 600 000 visiteurs unis, ça permet d'avoir l'équilibre ou pas? Non, ça ne permet pas d'avoir un équilibre, c'est l'objectif qu'on s'est donné dans un an, mais on n'a pas prévu d'être à l'équilibre dans un an, c'est plutôt sur un horizon plus long, et c'est plutôt 36 mois l'objectif pour l'équilibre. Pour répondre à notre confrère qui est allé vérifier, donc moi je vais vérifier aussi, ce n'est pas une source AFP, comme je vous l'ai expliqué, nous faisons du journalisme de lien, et nous lions vers un article du Sun, donc nos confrères anglais, et le Sun publie une vidéo où on voit John Galliano qui se montre très agressif à une terrasse d'un café en Grande-Bretagne, où il dit, vous pourrez aller voir sur internet, je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il dit, mais nous ne jugeons pas, nous ne faisons que transmettre les faits, rien que les faits. Nous n'avons pas dit il est ci, il est ça, nous disons le Sun publie une vidéo qui dit telle ou telle chose. Voilà. Il y a la dépêche AFP, John Galliano arrêté puis suspendu par Dior, lu sur AFP. Voilà, j'ai rien inventé. Ça doit être, c'est le fil, ça. C'est le fil EMM. C'est le fil EMM. Vous n'avez pas écouté. Il faut peut-être écouter les. Non, il faut écouter les. C'est le fil de dépêche. Il faut croire ce que l'on dit. D'abord, il faut le croire, et après. Voilà. Donc c'est le fil EMM et l'EMM prend toutes les fil de dépêche, mais après malgré tout, ça reste l'AFP. Donc vous avez le droit d'avoir votre opinion sur l'AFP. Moi, je respecte l'AFP. Non, si vous plaît, une question. Xavier Ternizien Le Monde. Vous avez beaucoup parlé de rubriques, de choses très intéressantes du reste, dérubriquage, décryptage, pépites, etc. Mais je n'ai pas tellement entendu parler de ligne éditoriale. Vous vous définissez comment éditorialement? Je ne sais pas, vous êtes libéraux, vous êtes sociaux, socialistes, on vous accuse d'être de droite, enfin... C'est drôle comme expression, on nous accuse. Voilà. Pourquoi devrait-on se sentir accusé? C'est parce que Xavier vient de tweeter que Atlantico était de droite, donc je pense qu'il confirme ce qu'il vient de tweeter. Voilà. Non mais bien sûr qu'on a une ligne éditoriale, on sait bien qu'on ne se lance pas dans le projet sans savoir. Alors, est-ce que vous pouvez résumer en une phrase ou deux quelle est votre ligne éditoriale? Parce que je n'ai pas entendu jusqu'à présent. C'est ce que je vous disais, pas de morale, pas de logiciel de pensée préfabriqué,
Et pas de prêchi-prêcha, et pas de Mais ça, non-sentiment, et pas de tel. les journaux vont dire ça. Et ben, je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand je regarde, moi, l'envie de construire ce site, elle est venue de deux frustrations en tant que consommateur. Il y en avait une qui était sur le côté l'outil, c'est ce que je vous disais, toute cette nouvelle génération de sites américains qui existait, elle permettait très rapidement d'avoir un bon tour d'horizon, et puis il y en avait une deuxième qui était le ton. Et le Huffington Post, pour ça, je pense, vraiment le succès du Huffington. Mais attendez, je vais vous On sait d'où parle Ariana Huffington, c'est clair. Exactement, mais c'est ce que j'allais vous dire. D'où parlez-vous? C'est ce que je vais vous dire. J'en venais à ce point-là, exactement. Il me semble vraiment que le succès du Huffington, c'était un ton différent, et que dans un monde médiatique américain où les journalistes étaient un peu hypnotisés par Fox News et par l'Amérique profonde, et donc passaient leur temps, l'establishment de la côte Est, le New York Times, le Washington Post, etc., dans les années 2000, à donner des gages pour prouver qu'ils étaient bien assez religieux, assez patriotes et je ne sais quoi. Et effectivement, Ariana Huffington, elle est arrivée en disant, vous savez quoi, je suis démocrate et je vous emmerde. Et vraiment quasiment sur ce ton-là. Alors évidemment, nous, on n'a pas envie de dire, bonjour, je suis droite et je vous emmerde, ou je suis libéral et je vous emmerde, ou je ne sais quoi. Peut-être, je ne suis jamais passé par la case trotskisme, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur l'info, et je ne me laisserai pas intimider, parce que si on parle de sujets qui sont passionnés ou qui déchaînent les passions, on a le droit de parler de choses et d'autres, sans être renvoyé dans des grilles, sans être renvoyé dans des moules. Et Hugues, dont je vous parlais là, moi, Hugues, il m'a séduit, il m'a intéressé, parce que justement, il est sur ce ton-là, il est sur un ton différent, qui d'ailleurs, au-delà de ça, est intéressant parce qu'il est très web et qu'on a plus envie de rebalancer sur son mur Facebook un édito de Hugues que peut-être une tribune plus polissée. Mais c'était vraiment l'envie, pas de morale, et je vous assure qu'il y en a. Et c'est ce que je vous disais, après, ça ne vous convainc, ça ne vous convainc pas. Moraliste ou immoraliste, c'est comme ça qu'il faut me qualifier. Non, on n'est pas amoraux non plus. Non, après, pour parler franchement, on assume tout à fait qui on est, et pour reprendre ce que les uns ou les autres ont pu retenir de nous, non, je ne pense pas que le mot libéralisme soit un gros mot, ça c'est sûr. Pas plus que le mot capitalisme, ce ne sont pas des gros mots. Après, est-ce que les logiciels, c'est pareil, hein, le logiciel de pensée libérale, si vous le plaquez sur une situation, vous ayez celui-là, vous ayez un logiciel je ne sais quoi, ça revient au même. Donc moi, si on parle de fiscalité, ça ne m'intéresse pas d'avoir des débats théologiques sur la fiscalité. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous disais. Allons trouver le contributeur, l'économiste qui a travaillé là-dessus et qui est capable de nous dire, ben, j'en sais rien, sur l'ISF, est-ce que oui ou non les gens rentrent ou est-ce qu'ils partent, enfin, c'est regardant les choses par cet angle-là et pas en plaquant sur l'actu des grilles de lecture automatiques. Est-ce que vous pensez que le logiciel de pensée de l'Internet, de la blogosphère, de Twitter, etc., est dominé par la gauchosphère, comme on a pu l'entendre par moments? Ouais, c'est vraiment pas les mots que j'emploierais moi, vraiment pas, parce que c'est pas ça. Enfin, nous, on est un site d'info, on n'est pas des militants, donc ça, ce sont des mots de militants, et c'est vraiment pas la vision que je peux en avoir moi. Après, à l'inverse, j'ai envie de vous dire, par l'absurde, quand tout le monde a dit qu'on était un rue 89 des droites ou un anti-Mediapart, personne n'a eu l'air de dire « Ah, mais au fait que 89 n'est pas de gauche » ou « Au fait que 89 est-il de gauche » ou « Mediapart est-il un site de gauche ?» Ça a l'air d'être un fait acquis. Donc voilà, c'est drôle. Alors, il y a des gens qui ont le micro depuis longtemps qui sont bien disciplinés. Juste une question sur le modèle. Est-ce que les contributeurs sont rémunérés? Oui. Non, c'est ce qu'on vous disait. Non, les gens qui sont vraiment journalistes, évidemment, les gens qu'on emploie le sont. Les gens qui peuvent être éditorialistes le sont aussi sur des modes de rémunération. C'est vraiment parce qu'ils nous font l'amitié de nous accompagner, parce que je vous assure que c'est pas ça qui va leur apporter la fortune. En revanche, les contributeurs, non. Et moi, j'ai fait ça pendant des années. Quand on invite les gens en télé ou en radio, vous leur demandez de venir dans un studio à Boulogne en fin d'après-midi, ça leur prend l'un dans l'autre 2 ou 3 heures pour venir pour 3 minutes d'antenne, et vous ne les rémunérez pas. Et le Huffington Post d'ailleurs est aussi sur un modèle où les gens ne sont pas rémunérés, mais c'est... On leur paye un café à l'accueil, oui, on est gentil. Et puis au-delà de ça, on ne demande pas aux gens d'écrire tous les jours chez nous. Enfin, après, il y en a qui sont plus ou moins... On a 2 catégories dans le portefeuille dont je vous parlais. On a une catégorie de gens qui sont vraiment engagés sur du récurrent et donc qui vont nous dire au moins une fois par semaine, je vous envoie un papier, vous me demandez quelque chose. Et puis on en a aussi d'autres qui, parce que ce sont des avocats, des économistes, des gens qui ont une vie, qui sont occupés, et c'est ce qui précisément nous intéresse chez eux, et ben ils n'ont pas le temps. Donc eux, c'est pour ça qu'on en a à la limite différents sur les mêmes champs d'expertise, parce que ça nous permet de mobiliser les uns et les autres. Et qu'on leur propose, on leur dit est-ce que ça, ce sujet-là, ça vous inspire? Ils disent bah oui ou pas, enfin oui ça m'inspire mais j'ai pas le temps, bah quelqu'un demande à quelqu'un d'autre et voilà. Et 2 autres petites questions. Oui. Vous dites que l'objectif c'est d'atteindre l'équilibre d'ici 3 ans. Bien fort.
À combien de VU vous estimez l'équilibre nécessaire? Et une deuxième question sur la marque Atlantico. Je crois que vous n'avez pas le point .com. Est-ce que c'est un problème pour vous? Bah non, sinon on ne l'aurait pas fait. La question, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, je pense, sur le point .fr et le point .com. Non, on a demandé l'avis de gens sur le web qui nous ont... Le point .com n'est pas un site exploité, c'est une page fixe qui appartient à des universitaires espagnols et qui n'en font rien et qui n'ont justement pas l'intention d'en faire grand-chose dans les années qui viennent. Donc on s'est dit qu'en référencement, de toute façon, ça ne pèserait pas beaucoup. Alors, tu as une question tout au fond, là. Pardon, oui, sur l'audience du site et son équilibre financier. Sur l'audience du site, pour vous répondre très franchement, et pourtant les investisseurs pourraient m'entendre dire ça, je pense que personne n'est capable de dire dans 3 ans où on en sera. Donc évidemment qu'on a fait des hypothèses, qu'on les a construites. De toute façon, c'est ce que je vous disais, dans un deuxième temps, et dans 3 ans, on sera dans le deuxième temps, il aura fallu qu'on construise des revenus nouveaux, donc c'est vraiment pas uniquement lié à un niveau de trafic quel qu'il soit. Après, plus on sera important et mieux ce sera. Mais de toute façon, ça ne dépend pas que de ça, c'est ce que je vous disais, il y a l'étape 2, et l'étape 2, elle n'est pas liée que à des considérations de trafic, elle est liée à savoir générer d'autres revenus, tout comme d'ailleurs U89 n'a pas que des revenus publicitaires, ils ont su développer d'autres formes de revenus. Ils font de la formation, de la web agency, voilà, et ben, pareil, nous on a des idées, donc on pourra peut-être faire quelque chose avec notre réseau de contributeurs. Après, il y a aussi d'autres idées que je ne vous dévoilerai pas maintenant, de peur que vous me piquiez des idées géniales. Mais voilà, il n'y a pas de vraie réponse de toute façon, parce que c'est pas que dans 3 ans, ce n'est pas que le trafic qui déterminera nos revenus. J'ai une question tout au fond, et puis sur Twitter, il y a quelqu'un qui demande si tu étais né à Pantin, est-ce qu'on aurait eu le droit à un canal de Lourco? Voilà, si vous voulez bien, on ne vous voit pas du tout là pour le coup, pour pouvoir voir. C'était un peu vous avez répondu, vous dites que dans un an, vous avez des idées sur la diversification, c'était quelle forme de diversification, et si un jour vous pensez faire payant, une partie Pas sur cette offre-là, ça c'est certain, c'est ce que je vous disais, moi je ne crois pas à l'information payante en généraliste. Après, on a imaginé des choses, mais qui d'ailleurs sont liées au temps d'attention qu'on a. Peut-être des papiers plus longs qui sont des vraies enquêtes, ça peut être un modèle différent. Oui. On a imaginé différentes pistes de freemium, comme on dit sur le web. Mais de toute façon, pas sur ce qu'on vient de vous présenter là. Ça restera toujours en gratuit. Donc éventuellement des enquêtes plus fouillées, vous pourriez payer, c'est ça? D'autres choses. C'est pas forcément ça notre premier objectif, mais on a imaginé d'autres produits éventuellement qui pourraient être payants. Est-ce que vous allez produire du multimédia? Pardon? Multimédia, la vidéo. J'ai pas entendu. Est-ce que vous allez produire en interne de la multimédia, de la vidéo, du son? Eh ben, Alain, je ne sais pas s'il est là, Alain Johannes, donc comme je vous disais, qui nous accompagne, est un grand pro du Rich Media. Donc c'est vrai que là, en l'état actuel des choses, avec les moyens qu'on a, ce n'était pas forcément ce qu'on pouvait faire tout de suite, mais c'est une préoccupation qu'on a, tout comme le data journalism, de vraiment aller sur ces terrains-là. Produire de la vidéo vraiment, non, parce que je vais vous dire, moi qui viens de télé, quand je vois une vidéo où les gens sont pas maquillés, éclairés, mal montés, ça me tombe des mains, enfin du clavier, je ne sais pas comment dire. Donc en revanche, il y a sur le site, on est capable aussi d'aller chercher des pépites vidéo et d'aller chercher pas forcément que la vidéo qui buzz et que le truc le plus marrant, il y a aussi sur TED des conférences passionnantes et on peut mettre en avant des bouts de vidéo voilà, qui ont été produites par d'autres. C'est pas notre premier modèle, cela dit on a aussi un partenariat avec Street Press et on peut produire des petites vidéos quand même. Et c'est pas, en l'état actuel des choses, c'est pas le cœur de notre ADN. Alors une question devant, s'il y a des questions derrière, n'hésitez pas à vous signaler, voilà, très bien. Oula, il y a des questions partout, devant. Bonjour, Jeanne Dusset pour le magazine Stratégie. Donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas uniquement attiré des lecteurs de droite. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur votre cible de lecteurs? Je connais ma cible, je ne sais pas qui on va attirer, parce que ça, je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire qui l'attire. C'est plus socio-professionnel qu'avec... De toute façon, le marché de l'information par nature est plus CSP+, autre chose. Et c'est vrai qu'on s'adresse à des gens, aussi une génération de gens, c'est un peu ce que je vous disais, qui ne sont pas forcément ultra militants, pas forcément des gens qui ont envie de descendre dans la rue et de manifester, mais pas forcément des gens qui sont révolutionnaires dans l'âme. Après, entre ça et être un adorateur béat du capitalisme financier, il me semble qu'il y a vraiment de la marge. Et d'ailleurs, on a un rendez-vous aussi, Véronique est là, qui nous tient cette rubrique-là qu'on a appelée Gueule de boîte et qui raconte cette génération-là et aussi le boost des cadres dans le monde dans lequel on vit.
Parce que même les gens qui sont assez bien insérés dans la société peuvent se sentir plus ou moins à l'aise. Et c'est ces gens-là qu'on vise. Après, il y a aussi des tas de sujets qui ne sont pas forcément très marqués politiquement, parce que c'est ce que je vous disais, parlons du monde actuel, il y en a qui peuvent déchaîner les passions, puis il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus neutres, ou en tout cas... De toute façon, est-ce que les clivages politiques, il y a des tas de points où les clivages politiques sont peut-être un peu dépassés, parce que l'ouverture au monde ou pas, il me semble qu'elle dépasse d'assez loin le côté droite ou gauche. Et le protectionnisme, par exemple, il me semble qu'à droite et à gauche, on peut entendre des avis différents. Sur le profil, juste, ce sera plus parisien, c'est assez... Non, parce que sur le ton, justement, on ne veut surtout pas être parisiano-parisien, on ne veut pas être dans l'entre-soi et ne s'adresser qu'à des gens qui penseraient comme nous. Et on ne veut pas être, évidemment, on n'a pas envie d'être ni trop branché, ni trop café du commerce, ni juste un ton moyen, mais ce que je disais, peut-être parce qu'on vient de télé ou de radio, on a une culture de l'audience un peu différente. Donc c'est grand public, la cible elle est grand public, très clairement elle est grand public. Et puis c'est aussi des gens, comme je vous disais, moi en tant que consommateur, j'avais une frustration personnelle parce que je ne trouvais pas l'outil qui me permettait d'avoir en un minimum de temps une sélection des sources les plus intéressantes, et aussi avec un ton différent qu'on a déjà apporté. Donc voilà, donc je me dis, si cette frustration-là, je l'avais moi, peut-être qu'il peut y avoir d'autres gens qui la partagent également, ou en tout cas, si elles ne sont pas encore découvertes, qui se rendraient compte que le besoin se crée avec Atlantico. Monsieur ici, et après on fait circuler le micro. Bonjour, Jean-Baptiste Ingond, de Palien.com. Vous avez un lien avec les autres pure players comme Mediapart, Slide.fr et 89, qui utilisaient un logiciel open source qui s'appelle Drupal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le coût de la réalisation du site, le coût technique de la réalisation du site? Et j'ai noté que vous utilisez une version du logiciel qui datait du mois d'août, alors qu'il y a une nouvelle version depuis le mois de décembre. Alors je vais m'adresser à Séverine qui est là et qui représente l'agence. Non, mais en tout cas le site il est bon, il est performant, il est beau. Enfin moi je le trouve beau. Je ne sais pas si vous le trouvez beau, mais moi je le trouve beau. Donc voilà, et on a fait là dans les dernières semaines les tests de montée en charge, tout va bien, tout marche bien. Des bons choix techniques. Moi je ne suis pas technicien là-bas, j'ai été obligé par la force des choses de m'intéresser à ces questions-là, mais il y a aussi un moment où je fais confiance, pas seulement d'ailleurs à Palpix qui nous a accompagnés, mais aussi à d'autres gens, comme je vous disais, il y a Hugues aussi, Hugues Dangy qui nous a accompagnés là-dedans, Alain Johannes, enfin là. Donc quel était le coût? Ça a été en différentes étapes, donc je ne sais même pas pourquoi vous répondre, mais l'un dans l'autre, je ne sais plus, franchement. J'avais une question par rapport, vous arrivez à un moment qui, chronologiquement, vous arrivez, je ne parle pas de politique ou d'orientation, pas de technique non plus, mais plutôt de moment au niveau de l'arrivée de votre site, au niveau du moment historique par rapport au web. Rue 89 a défriché un certain nombre de techniques, Mediapart aussi, le Poste aussi, etc. Le Figaro, Libé, enfin tous ont fait une part du travail. À quel site ou à quel média vous dites aujourd'hui merci, au-delà, mais je parle en France, parce que vous citez plein de choses. Très clairement, oui, la rue 89. Moi j'aime bien rue 89 comme consommateur, je ne sais pas forcément la même chose, mais j'aime bien rue 89. Slate aussi, je trouve ça assez intéressant, ils sont sur un modèle probablement un peu plus magazine, là où nous on est plus en prise avec le quotidien. Mais oui, évidemment que c'est très bien qu'il y ait des gens qui soient allés sur ce terrain-là, ça nous a aidés aussi. D'accord, est-ce que vous avez essayé un peu la technique entre Le Monde et Mediapart de débaucher des gens de l'équipe de ces sites? Je ne parle pas de blogueurs ou de contributeurs, mais je parle vraiment de gens qui travaillaient dans ces sites internet et vous êtes dit, il va nous apporter ce qu'il fait là-bas, il va nous l'apporter chez nous. Est-ce que vous avez essayé? Non, on l'a pas fait, on n'a pas essayé, j'en ai même pas écouté pour tout vous dire. Non, j'en ai pas écouté. Voilà, très bien. Sur le journalisme de lien, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu obsolète? Moi j'ai Twitter. Sur Twitter, vous faites que du journalisme de lien toute la journée. Il y a combien d'abonnés à Twitter? Il y a combien d'abonnés à Twitter en France? Depuis toute la journée.
Des centaines de milliers? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des centaines de milliers d'abonnés sur Twitter. Je pense que Twitter, ça reste un phénomène qui est très CSP+. C'est beaucoup moins que des centaines de milliers. Il suffit de vous suivre. Emery, derrière, a l'air d'avoir un avis sur le nombre de... Entre 50 et 100 max. Donc voilà, et on ne vivrait pas si on avait, quand bien même on séduirait les 100 000 utilisateurs de Twitter en France, on ne vivrait pas. Donc, et puis tout le monde n'est pas sur Twitter. Enfin, sortons de Paris, parfois, pour aller sur le canal de l'Ourcq ou à La Rochelle. Et voyons quelles sont les consommations des gens. Et c'est vrai que les gens sont vraiment arrivés sur le web, et ils ne sont pas tous sur Twitter non plus. Il y a beaucoup plus de gens sur Facebook. Mais c'est pas forcément éditorialisé. C'est pas forcément éditorialisé. En revanche, c'est ce que je vous disais, il faut qu'on soit sur un ton différent. Et on n'est pas non plus un média participatif comme d'autres, pour revenir à la question précédente. Il y a d'autres sites aussi qui ont défriché le terrain, comme Le Poste ou Agorabox. On n'est pas sur ce modèle-là non plus, parce que moi je ne crois pas tellement au journalisme citoyen. Je pense que c'est un vrai mythe. Je pense que le journalisme, c'est un métier, et c'est pas parce qu'on lit le Vidal qu'on est médecin, et c'est pas parce qu'on lit un manuel des droits qu'on est capable d'analyser une décision du Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça que moi je pense, allons vers les gens, et c'est pour ça qu'on a sélectionné nos contributeurs. C'est les gens qu'on a choisis. Prenons les gens qui ont un avis pertinent. Et les gens qui écrivent sur les sites, ils peuvent être déjà mobilisés par d'autres motivations. Et c'est comme en télé, hein, quand vous regardez les lettres des téléspectateurs, c'est pas forcément ceux qui ont les trucs les plus malins à dire. Après, il y a aussi des choses très bien, parce que sur Le Poste, il y a des choses très bien. Parce qu'il y a des blogueurs et que de toute façon, il y a un regard éditorial et il y a la rédaction qui fait des choses. Mais moi, je pense que le journalisme citoyen, c'est pas dans la production de contenu. Le rôle des citoyens, si on veut retenir ce mot, il est dans la diffusion du contenu. Et donc il est dans la manière dont les gens s'emparent de ça et le répercutent ailleurs, et le répercutent dans leur réseau social, quel qu'il soit. Et juste pourquoi vous êtes secret sur le nom du Business Angel? Pourquoi vous ne communiquez pas une liste, par exemple? Mais on n'est pas secret du tout, c'est juste qu'il y en a pas mal, mais il y a des gens dont le nom ne vous dirait rien. Parce que je peux vous dire, Jean-Jacques Bory. Quels sont les 3 premiers Business Angels? Mais je vous ai répondu, je peux le répéter. Il y a effectivement Charles Bagbédé, il y a Marc Simoncini. Les 3 premiers, ceux qui ont plus de voix. Dans la holding en question? Oui. Dans la holding en question, les noms ont déjà été publiés, donc oui, ce sont ceux-là. Et dans les 3 premiers, ceux qui ont plus de voix, plus investis. C'est effectivement, je vous le disais, mais cela dit, c'est sur des niveaux où ils sont relativement sur des niveaux comparables. C'est Charles Bagbédé, c'est Marc Simoncini, c'est Xavier Niel, qui d'ailleurs sont venus aussi à titre personnel, pas forcément à travers leur fonds d'investissement personnel, parce que le projet les a séduits. Quand je vous parlais du nom Atlantico, c'était Simoncini qui m'a dit, je ne sais pas s'il vient de dire ce nom-là, je pense même que je ne l'aime pas, mais Niania, ce que je vous ai raconté. Donc voilà, ce sont les 3 premiers. Ils ont investi à peu près combien chacun? Posez-leur la question, parce que je ne suis pas actionnaire de la holding en question. D'accord, et donc la holding 49%. La holding 49%, oui. Une question sur la critique média. Parce que c'est intéressant, vous avez donc recruté Gilles Klein qui vient d'Arrêt sur Image. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'intention de faire un peu comme Arrêt sur Image, mais peut-être à votre manière, de la critique média? Non, évidemment, on peut parler de fichiers médias, mais on ne fait pas de la critique média, non, c'est pas notre ADN. Pas plus qu'une seule question, parce qu'on dépasse tous les timings. Il y en a qui ont pas continué à posé de travailler à questions. Arrêt sur Image. On va vous parler après. Je n'ai pas quitté Arrêt sur Image. Alors, il y en a qui Juste ont pas sur parlé. le journalisme de lien, hier Google a annoncé, enfin ce week-end a annoncé des modifications De son algorithme, d'ailleurs, vous le voyez tout à l'heure, c'était dans les pépites. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous pénalise dans le référencement sur Google? Est-ce que justement ça ne va pas contre... C'est pas une ferme de contenu. On n'est pas une ferme de contenu, effectivement, je pense Non, que mais ce à quoi dans il la pensait, mesure où c'était Demand Media. C'est l'agrégation de contenu qui existe déjà. Mais on ne fait pas que de l'agrégation malgré tout, parce qu'on fait aussi des synthèses. Et quand on suit l'actu en ligne, c'est aussi la production de notre rédaction. Et c'est aussi un regard qu'on porte sur les choses. Et on ne dit pas, tiens, on a vu cet article-là, et ploum ploum, un coup je prends les Échos, un coup je prends le Parisien. Et voilà, on va chercher des choses et on construit un regard à partir de ça. C'est quand même éditorialisé, c'est ce que je vous disais, on n'est pas un agrégateur. On est l'échelon qui manque entre une rédaction classique et un agrégateur. Et parce qu'on a ce regard éditorialisé, et parce qu'on met les choses en avant, c'est aussi, on peut pointer vers des choses qui, par exemple, nous paraissent débiles. Pas débiles, mais en tout cas, qui défendent des thèses qui ne nous convaincraient pas. Qui ne nous convaincraient pas, mais ça fait rien, ça peut être un élément du débat intéressant, et ça peut être intéressant de voir que X ou X pense ça. Ça peut être intéressant de regarder que, j'en sais rien, que Al Jazeera en anglais pense un truc, et que là où CNN en dit un autre. Non.
Voilà, la dernière question, parce qu'une journaliste qui va parler encore. Le pourcentage de production propre sur le site, Pardon. vous pouvez nous donner approximativement le pourcentage de production propre sur le site par rapport à la réalisation de produits? Je pense que ça doit être assez équilibré parce qu'on s'est fixé des objectifs assez ambitieux. Je peux vous dire qu'on cravache et que l'équipe, ils sont bien mobilisés, que leur temps de cerveau disponible pour reprendre encore cette... Mais là, c'est le nôtre, le temps de cerveau disponible dont on parle. C'est pas celui des personnes qu'on a en face de nous. Mais non, chaque jour, vous verrez sur le site aujourd'hui, il y a des belles contributions, il y a des belles interviews, il y a notamment un papier sur la Libye qui est vraiment intéressant. Et il y a un truc qui est assez jubilatoire qui établit un parallèle entre Stéphane Hessel et les Oscars. Et voilà, c'est vraiment ça le ton Atlantico. Une toute dernière question voilà, qu'il faut poser quand même. Dans un an, ce sont les présidentielles. La France est un pays de presse d'opinion. Le Figaro va soutenir un candidat, Libération aussi, Mediapart sans doute. Est-ce que Atlantico soutiendra un candidat, oui ou non? Mais non, c'est ce que je veux dire, on n'est pas un média prescripteur et je ne pense pas qu'on vive dans un monde qui en a quoi que ce soit à foutre de notre avis. Non, on apporte des pierres au débat, on apporte des éléments de réflexion. Est-ce que parce que je vous dirais de voter pour Hervé Morin ou pour Dominique Strauss-Kahn ou pour Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous convaincrait? Mais qu'est-ce qui nous fait changer d'avis? Moi, c'est ça qui m'a motivé dans ce projet. J'ai pas envie d'article ou dire quoi penser aux gens. J'ai envie qu'on me donne... Les seules fois où moi je change d'avis, c'est quand je réalise qu'il y a un élément que je n'avais pas pris en compte et qu'effectivement le centre de gravité des facteurs, le coefficient d'importance des facteurs n'était pas celui que j'avais perçu. Et quel que soit le sujet, donc évidemment non, on va après que par la voix qu'on porte, ou les débats qu'on porte, ou les envies qu'on a, ça aille dans un sens plutôt qu'un autre, c'est une chose, mais de toute façon les internautes ils sont grands et je vois pas comment vous convaincre de... Donc là aussi vous brisez la hiérarchie des médias traditionnels. Comment? Donc là aussi vous brisez en fait la hiérarchie des médias traditionnels. Je sais pas, est-ce que... À chaque présidentielle en fait on voit est-ce que le Parisien appellerait à voter pour... Le Parisien, non. Est-ce que TF1 ou France 2 appellera à voter pour quelqu'un? Est-ce que les échos appellent à voter pour quelqu'un? Joker. Voilà, sur ce, merci à tous. Il y en a qui ont faim. Merci beaucoup. Évidemment, Jean-Sébastien.